Il y a vraiment quatre choses super importantes. Les trois premières, c'est le script et le script. Et la quatrième, c'est le hook. Je vois beaucoup de créateurs de contenu qui ont des vidéos dans leur portfolio, qui ont des très belles vidéos, mais où c'est pas scripté. Tu sens qu'en fait, c'est juste la personne qui a pris son téléphone et qui a filmé des belles images du produit. Bienvenue dans Ultra Giga Cool, le podcast qui parle de création de contenu, de vidéos au format vertical et de publicité en ligne. Les épisodes sont à retrouver sur toutes les plateformes en audio et en vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti. Vous avez vu, j'augmente la qualité de la production à chaque épisode, et d'ailleurs en augmentant la qualité aussi des invités, puisque j'ai l'honneur d'accueillir Aymeric et Julien, qui tous les deux forment la team, le duo Kikads. Bonjour les gars. Salut Gaëtan, merci pour l'invitation. Salut Gaëtan, ravi d'être là sur le podcast. Le plaisir est pour moi. Alors, pour ce premier épisode de l'année du podcast Ultra Giga Cool qu'on enregistre en live sur LinkedIn, on s'est donné une petite grille de lecture qui va être faire du contenu pour les marques. Bah, ça tombe bien parce que j'estime que vous êtes quand même les experts en la matière de contenu UGC. C'est notamment ce que vous faites avec Kikads. Avant que je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, bah, peut-être dites-en nous un peu sur Kikads, comment vous avez commencé tout ça et ce que vous proposez. Ouais, bah en fait, ça commence avec Aymeric et moi qui nous sommes rencontrés en agence média. De base, on avait envie de monter une boîte avec Aymeric, mais c'est une idée qui était restée un petit peu en suspens jusqu'à ce qu'on commence tous les deux à être intéressés par la production de vidéos smartphone. Mhm. On a commencé à faire des vidéos de type UGC pour des clients de cette agence où on travaillait et on a obtenu de bons résultats. Donc à l'époque, on avait proposé à notre direction de développer cette activité en plus des autres au sein de l'agence. Mais eux, ils n'étaient pas trop chauds. Donc Mhm. avec leur accord, on a monté Kikads, qui à l'époque était un side business. Mhm. Et en fait, on a été surpris de voir à quel point ça décollait vite, ça a très vite bien marché. Et avec Aymeric, du coup, on a décidé de quitter l'agence où on travaillait pour vraiment s'investir à 100% dans Kikads. Magnifique. Et une question qui peut-être intéresse d'autres personnes, c'est Kikads. Comment vous avez choisi ce nom quand même? Parce que il est stylé. J'aime bien le côté un petit peu fracassant. Vous avez beaucoup réfléchi pour le trouver ou c'était naturel? Moi, j'ai envie de savoir. Là, je vais laisser Julien répondre aussi parce que pour le coup, ça vient de lui le nom. En fait, Kikads, au départ, c'était un live sur, alors j'allais dire sur LinkedIn, pas vraiment, sur Livestorm, Mhm. que je co-animais avec Aymeric et qui regroupait plusieurs experts en social ads. Parmi les intervenants, il y a eu notamment Danilo Duchesne, Joseph Dogno, Théo Lyon et d'autres. Quand on a lancé notre business avec Aymeric, effectivement, on s'est un peu creusé la tête sur quel nom donner à notre boîte. Et en fait, comme tu viens de le dire, en fait, KiCad, c'est vrai que c'est un nom qui est vraiment cool. En fait, on l'adorait tellement que j'ai dit à Aymeric, écoute, je vais demander aux autres personnes avec qui on a animé le live si elles sont d'accord pour qu'on change le nom du live et que nous, on garde KiCad pour notre business. Et Mhm. si on a un go là-dessus, c'est top. Voilà. Et donc, ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, on va parler de vous, on va parler d'UGC. Alors, UGC, petit rappel pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. J'ai été malin, j'ai choisi que mon podcast s'appelle Ultra Giga Cool, mais c'est pas de ça dont on va parler. UGC, ça signifie User Generated Content. C'est ce que vous faites. Vous faites du contenu pour les marques et ce contenu, il répond à un certain nombre de critères. Je vous laisse m'expliquer avec vos mots, vous les experts, c'est quoi l'UGC pour vous? Ouais, alors l'UGC, donc comme tu l'as dit, c'est User Generated Content, donc c'est le contenu généré par les utilisateurs. Donc ça peut être n'importe quel type de contenu. En fait, quand on dit UGC, ça peut être une story Instagram, ça peut être un avis sur Google, ça peut être, un post sur n'importe quel réseau social. En fait, c'est tout le contenu qui est produit directement par les utilisateurs et qu'une marque pourrait réutiliser ensuite. Mhm. Maintenant, quand nous, on parle du GC, on parle plutôt du GC appliqué à la publicité en ligne, parce que c'est notre domaine de prédilection.
Donc ça va plutôt être des vidéos. Ça peut aussi être des photos, mais dans 90% des cas, c'est des vidéos. Au format vertical et pour faire simple, au format TikTok en fait. Un peu dynamique, filmé au smartphone, assez authentique pour mettre en avant en fait un produit d'une façon qui soit un peu plus naturelle qu'une publicité classique. Bah justement, je voulais dire un truc là-dessus parce que on en discutait avec Julien, on a chacun un petit peu fait nos petites recherches en amont de ce podcast. Moi, il y a un truc dont je voudrais vous parler, c'est votre slogan. Si c'est toujours no bullshit, just sell it. Donc ça va quand même un petit peu au-delà de juste du contenu fait par des utilisateurs. Pourquoi ce slogan? Pourquoi no bullshit, just sell it? Il faudrait impliquer, il aurait fallu impliquer ma femme dans ce live pour aller au fond de l'histoire. Mais en gros, avec Émeric, on a cogité plusieurs slogans, on en a testé quelques-uns, mais on n'était jamais trop satisfait. Et un soir, on était en phase de brainstorming et il y avait ma femme dans la salle de bain à côté qui nous écoutait. On a évoqué le côté no bullshit parce que justement on voulait souligner l'aspect authentique du format UGC. Là, ma femme arrive et dit et si on faisait comme Nike avec Just Do It? Là-dessus, Émeric, il entend enchaîne avec no bullshit, just sell it. Et là, je dis banco, c'est bien, on tient notre slogan. Yes, ça s'est passé exactement comme ça. Et après, pour mettre un peu de sens aussi derrière ce no bullshit, just sell it. Donc le no bullshit, c'est pour le côté bien sûr authentique, et c'est aussi pour le côté no bullshit, just sell it. On fait pas des pubs pour que ce soit joli, on fait pas des pubs pour plaire, pour que dans les comités de direction on se dise ah regardez la pub qu'on a fait, elle est super, et qu'on se congratule. On fait des pubs pour vendre. Et en fait, on voulait juste recentrer le débat, parce que quand on parle de publicité et quand on parle de création en général, tout le monde a un avis, et les avis, c'est pas toujours bon à prendre. Et nous, du coup, on fait des publicités qui vendent, et c'est aussi simple que ça. Alors, j'aime beaucoup l'approche parce que c'est vrai que ça peut paraître facile de se dire ouais, je me mets devant un smartphone, je me filme en disant voilà, mon produit c'est le meilleur, je balance ça et puis ça fait une super publicité. Je suis pas tout à fait certain que les résultats seront au rendez-vous. Maintenant, vous avez justement cette expérience, vous avez fait quand même des centaines de vidéos, si je ne m'abuse. Donc, je pense que vous avez quand même pas mal de recul. Vous avez appris des choses un peu le long du chemin. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur vos apprentissages, comment vous en êtes arrivé justement là? Parce que entre au début, les premières vidéos que vous avez faites et maintenant, il y a dû y avoir quand même un bon paquet d'apprentissages, quoi. Je dirais qu'il y a 4 points en particulier sur lesquels on a le plus appris avec Émeric, et je laisserai compléter après, mais il y a vraiment 4 choses super importantes. Les 3 premières, c'est le script et le script. Et la 4e, c'est le hook. En fait, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Ça nous arrive des fois en call découverte, quand on échange avec des marques, qu'elles nous posent la question, est-ce que c'est possible de ne pas avoir de variante du scroll stopper et de n'avoir que des vidéos uniques à chaque fois? Je comprends cette question, parce que quand on propose des variantes, on peut avoir le sentiment quelque part qu'on se fait avoir, parce qu'on a une déclinaison d'un script qu'on a déjà écrit plutôt que d'avoir quelque chose d'unique systématiquement. Mais le hook, c'est hyper important, parce qu'on peut avoir une très bonne vidéo, mais si la personne qui voit cette vidéo ne passe pas le cap des 3 secondes, si elle n'est pas accrochée, du coup on perd une ressource, on se retrouve peut-être à devoir balancer à la poubelle une vidéo et du coup de l'argent, alors que cette vidéo elle aurait pu peut-être très bien fonctionner. C'est un point qui est très juste, je trouve, de mon point de vue de marketeur freelance. Émeric, comment vous accompagnez les marques justement de l'identification d'un besoin de je veux être présent en vidéo à en fait ce qu'il vous faut c'est différents hooks, c'est avoir des scripts un peu travaillés, tout ça? Ouais, alors ça passe directement en fait par le call découverte qu'on fait avant la vente carrément. Et on les accompagne là-dessus. On essaie vraiment de passer du temps sur l'éducation, sur le fait de faire comprendre aux clients que on va pas juste faire une vidéo comme ça. On va faire plusieurs vidéos. Il faut que ces vidéos soient scriptées. Il faut que ces vidéos soient performantes.
Et pour que ces vidéos soient performantes, il faut un hook. Alors souvent, il y a beaucoup de marques maintenant qui savent ce que c'est. Il y a encore aussi beaucoup de marques qui ne savent pas ce que c'est. Donc quand c'est le cas, on explique. On explique bien que c'est la partie la plus importante de la vidéo parce que nécessairement, si le hook n'est pas performant, la personne ne va pas regarder la suite de la vidéo. Et à ce moment-là, on peut aussi bien faire une vidéo qui dure seulement 2 secondes. C'est la même chose puisque personne ne regarde la suite. Et en général, ces arguments-là, ils sont assez bien reçus. Et les marques nous font confiance là-dessus, sur tout ce qui est process. Elles savent que c'est nous les... j'aime pas ce terme, surtout quand on le dit pour soi-même, mais elles savent que c'est nous les experts de la publicité. Et du coup, là-dessus, sur le process, elles nous font assez confiance et on arrive assez bien à faire passer le fait que le script soit très important et que le hook soit très important. Ça, on n'a jamais eu trop de problèmes là-dessus. Après, on peut toujours avoir des désaccords sur les scripts, le client qui n'est pas d'accord sur certains points, etc. Mais ça, c'est normal, ça fait partie de n'importe quel processus créatif. Alors, c'est le côté processus, moi, qui m'a un peu frappé dans ce que vous faites chez KiCad, parce que j'ai encore parcouru là votre petite présentation, etc. On en avait discuté et je vois que vous êtes un peu dans le futur là-dessus, où même Julien m'avait parlé d'un diagramme de Gantt, où carrément vous avez tout un processus, etc. Là, franchement, je vous laisse la parole là-dessus. Dites-nous-en plus parce que je pense que vous êtes vraiment 1 ou 2 étapes d'après par rapport à juste récolter des petites vidéos et les poster sur TikTok. Donc voilà, dites-nous-en un petit peu plus là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'on a tenu à vraiment poncer la partie process pour être sûr de rien oublier, de bien s'organiser, de satisfaire au mieux nos clients. Alors, pour la partie Gantt, je pense que là, c'est le point sur lequel on est allé trop loin, justement, dans le process. Et pour 2 raisons. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que souvent, on oubliait de le mettre à jour parce que c'était quand même assez rébarbatif. Et puis, de toute façon, quand bien même on aurait pensé à le faire, on s'est aperçu que c'était un frein, en fait, à l'échange, à la communication et à la proximité avec nos clients. C'est-à-dire que là où nos clients, effectivement, étaient tous d'accord pour dire que on était vraiment, on va dire, au top sur la partie process. On en a quelques-uns qui nous ont fait remarquer que même si le process était bien huilé, effectivement, ça manquait un petit peu d'échanges finalement, de vrais échanges et de communication pendant la prod. Donc du coup, on a oublié le Gantt et on est passé à des points en fait, des points d'échange avec nos clients de manière régulière à chaque étape du projet. Depuis qu'on fait ça en toute simplicité, ça se passe beaucoup mieux. Après, pour le reste, on n'a rien changé parce que ça fonctionne très bien. À savoir que 90% du process chez KiCad, il se fait dans Notion. On a tout simplement une fiche client qui est partagée entre KiCad et la marque, dans laquelle les sociétés vont renseigner un petit formulaire, ce qu'on appelle nous les éléments de marque. Et nous, ça va nous permettre en fait de nous approprier la marque, ses contraintes, s'ils ont détecté des freins à l'achat, leurs concurrents, leurs personas, etc. Et en partant de là, on va pouvoir rédiger les scripts. Donc les scripts vont être soumis aux clients pour validation. En parallèle, on va également identifier avec Emric des profils parmi nos créateurs qui nous semblent cohérents avec les besoins du client, et on va soumettre cette présélection de profils avec quelques vidéos que les créateurs ont déjà produites pour que le client valide cette présélection. Et après, on peut lancer, une fois que tout ça c'est validé, au tournage. On va assurer un contrôle qualité des rushs qui nous sont fournis. On va ensuite suivre le monteur dans son travail une fois que les rushs sont fournis, et on va fournir au client les vidéos finales. Alors, généralement, il y a un aller-retour pour opérer quelques modifications si nécessaire, mais la partie vraiment importante, en fait, elle vient après, puisque on va organiser avec le client des points de suivi pour suivre un petit peu les KPI des créas, voir ce qui marche pas, et échanger avec le client pour voir comment on peut optimiser tout ça pour les prochaines créatives. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu étape par étape et qu'on dissèque ce process, parce que je pense que là-dessus, vous avez vraiment de la valeur à apporter. Chaque étape a été scrutée
réfléchis intelligemment. Et je pense, par exemple, au tout début. On va faire un petit cas d'étude qui intéressera notre audience sur je veux faire un bon UGC pour une marque. Ça, c'est votre étape 0, quoi. Donc, il y a une marque qui identifie un besoin. Après, il y a l'étape 1. L'étape 1, c'est script et créateur. Donc, première étape, le script. Comment est-ce que vous définissez un script? Est-ce que vous allez passer 1 heure sur TikTok à regarder ce qui se fait un petit peu en ce moment? Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, un swipe file de différentes intros que vous avez déjà utilisées et que vous souhaitez tout simplement décliner? Comment est-ce que vous décidez? Bon, bah, le script, ce sera ça. Alors, sur la partie script, déjà, il y a le formulaire qu'on envoie au client et qu'il remplit, qui nous aide beaucoup pour choisir les arguments. Et après, sur les scripts, effectivement, comme tu l'as dit, alors pour les scripts, c'est moi qui les écris, c'est moi qui fais cette partie-là. Je passe beaucoup de temps à scroller sur TikTok en tapant des mots-clés qui correspondent à la marque, à chercher ce que font les concurrents, à voir ce qui fonctionne pas, etc. Et je vais choisir un petit peu les formats en fonction de ça. Maintenant, sur le script et sur les arguments, il y a des choses qui reviennent toujours et qui sont immuables. Et il y a notamment quelques structures en fait de publicité qui marchent très bien. Donc premièrement, on va définir le hook et on va définir les hooks même, puisque pour chaque script, on va faire 3 hooks différents. Et ensuite, après, le classique problème-solution, ça c'est quelque chose qui fonctionne toujours. On n'est pas obligé de toujours le faire comme ça, de toujours le faire dans cet ordre-là. On peut présenter la solution avant de présenter le problème. C'est quelque chose qui marche bien aussi quand c'est bien fait. Mais d'une manière générale, un bon produit répond forcément à un problème. Donc pour que l'audience puisse s'identifier, il faut identifier le problème dans la publicité. Ensuite, donc la solution, logiquement, c'est le produit. Et après, il peut y avoir plusieurs étapes qui là vont varier un peu en fonction de la marque, en fonction de l'imagination qu'on peut avoir au moment où on écrit le script. Mais grosso modo, il va y avoir de la démonstration produit. Selon le produit, s'il est compliqué à utiliser ou s'il y a besoin d'éducation, on va peut-être même avoir un tuto. Et après aussi, ce qui va bien marcher, ça va être de rajouter de la preuve sociale. Donc soit X milliers d'utilisateurs satisfaits, soit 5 étoiles sur Trustpilot, soit validé par telle ou telle référence. Donc si on a un produit dans le domaine de la santé, par exemple, validé par tel médecin ou telle congrégation de médecins. Enfin, je dis peut-être une bêtise, peut-être que ça n'existe pas du tout, mais voilà, une preuve d'autorité. Et ensuite, ça encore une fois, la dernière étape, qui je précise n'est pas obligatoire, c'est le call to action. Donc le call to action, on peut le faire de différentes façons possibles. Ça peut être soit la personne qui dit directement clique sur le lien pour en savoir plus, va sur le site pour acheter le tien, ou alors ça peut être carrément un pack shot avec le logo de la marque, un petit slogan et un bouton. C'est quelque chose qui marche aussi bien. Ça fait un peu moins UGC pour le coup, mais c'est quelque chose qui marche bien aussi. C'est vrai que le call to action, c'est une partie qui est pas évidente parce que soit on met un pack shot et comme le dit Emeric, on est sur quelque chose qui fait moins authentique, qui fait moins UGC, soit on n'en met pas, on peut quand même avoir un call to action qui fonctionne, mais la difficulté, c'est d'arriver à faire quelque chose qui se finit pas de manière abrupte parce qu'on a déjà vu des vidéos avec Emeric qui se terminaient, on avait l'impression que on restait un petit peu sur notre fin. Donc voilà. Et juste pour ajouter quelque chose à ce qu'a dit Emeric, on fait un peu de veille créative également. On a découvert une application qui est très cool qui s'appelle Eagle App. Alors pour rendre à César, cette application, je l'ai découverte par le biais d'un post LinkedIn d'une personne de chez Kudak, de l'équipe créative. J'en profite pour saluer Guillaume Puech, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est vrai que cette application, même si à la base elle est plus destinée à collectionner des contenus statiques, on peut aussi recueillir des contenus vidéo. Et donc avec Emeric, on a décidé de détourner un petit peu son utilisation de base pour s'en servir comme un outil de veille créative pour le UGC.
Et quand on voit des trucs vraiment cool, on les classe dedans avec différents tags, différents mots-clés. Et ça peut aussi nous aider parmi les autres éléments qu'Emeric a déjà évoqués pour la rédaction des scripts. Puis il y a un dernier élément dont je n'ai pas parlé pour la veille créative, c'est Twitter. Twitter US, c'est vrai. Et UK d'ailleurs, c'est assez incroyable pour la veille créative parce que en termes de marketing, les Américains, ils ont toujours de l'avance sur nous et on voit des choses assez incroyables. Notamment, il y a certains comptes que je peux recommander. Il y a Alex Cooper que j'aime beaucoup, qui a créé une agence au UK. Et puis après, il y a aussi les traditionnels dans le monde de la publicité que beaucoup connaissent, donc Savannah Sanchez, Dara Deni et aussi Fraser Cottrell qui est aussi hyper chaud. Moi, de toute façon, je ne jure que par Dara Deni et Savannah Sanchez. Si tu les avais pas mentionnés, j'aurais interrompu le podcast tout de suite pour dire stop, il faut absolument qu'on parle de celle-là. J'adore vraiment ce qu'elles font. Alors, merci pour toutes ces explications sur les scripts. Quand on a un script qui est bon, qui est prêt, il faut ensuite quelqu'un qui va lire le script, qui va faire l'acteur UGC. Vous avez trouvé une manière d'aborder le problème, c'est-à-dire que vous avez plusieurs centaines de créateurs dans un channel Discord que j'ai rejoint tout à l'heure là pour aller regarder un petit peu ce que vous faisiez. Et franchement, c'est cool parce que vous avez des interactions. Moi, j'ai déjà fait quelques UGC pour des clients et je dois dire que des fois, il y a eu des erreurs de casting. Comment justement vous faites pour éviter ça, pour être sûr d'avoir la bonne personne qui va bien passer dans la vidéo pour pas faire ce travail pour rien, quoi. Déjà, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les erreurs de casting, quand on débute, elles sont inévitables. On ne peut pas savoir à l'avance si la personne va faire des bonnes vidéos et si elle va être fiable en fait en termes de gestion de projet. Maintenant, nous, on a commencé depuis, ça fait plusieurs mois maintenant, ça fait 7-8 mois. Et ces erreurs de casting, on les a faites. Ce qui fait que maintenant, on a une liste de créateurs triés sur le volet, en fait, qui est hyper importante pour nous. Et si demain on la perd, cette liste, on serait bien emmerdé. Donc ces créateurs de contenu-là, en fait, on les trouve un peu partout. Le secret, c'est vraiment de chercher et d'y passer beaucoup de temps parce que c'est pas toujours simple. Tous les créateurs de contenu n'ont pas un profil Instagram ou TikTok avec marqué créateur de contenu UGC et un lien vers leur portfolio. Il y en a de plus en plus, mais c'est vraiment pas tous. Donc nous on les cherche sur Instagram, on les cherche sur TikTok. Sur TikTok d'ailleurs, ce qui est super important, c'est de chercher des créateurs de contenu, point. Pas nécessairement de contenu UGC, parce que il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des vidéos très qualitatives qui n'ont aucune idée de ce que sont les UGC. Et cela, en fait, c'est pas grave du tout. Il faut juste leur envoyer quelques mails de plus, peut-être faire un call en plus pour leur expliquer le principe et savoir si ça les intéresse. Mais c'est aussi une ressource qui est sous-exploitée. Et d'ailleurs, je sais pas si, évidemment tu t'en souviens, mais pour nous le recrutement de créateurs, ça a été un moment phare dans l'activité de KiCad parce que ça nous a forcé avec Emeric à opérer un virage à 180 degrés sur notre identité visuelle. Ouais, vous aviez un truc un petit peu plus dark. Dark, je dirais tout simplement. Là, vous avez éclairci, vous avez adouci un petit peu les bords, peut-être que pour que les créateurs se sentent plus à l'aise et se disent peut-être que je peux rentrer, ça va pas être trop inaccessible pour moi, quoi. Ouais, effectivement, et surtout en fait pour toutes celles et tous ceux qui se sont intéressés au milieu de l'UGC, c'est un milieu qui est à grande majorité féminin. Et nous, on avait une image de marque hyper bourrin, hyper masculine, qui sentait le gymnase, le vestiaire et le chantier de construction. Le vestiaire. Salut Louise Racine, donc la compagne de Joseph Degnaud,
qui m'a sorti ça un jour, que notre com, elle sentait un peu le gymnase. Et du coup, on a voulu adoucir un petit peu ça aussi pour avoir quelque chose, pas nécessairement très féminin, parce que on va pas se réinventer, hein, on va pas faire semblant d'être des femmes, ça marcherait pas très bien. Mais quelque chose de plus neutre auquel les créateurs comme les créatrices pourraient s'identifier. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque le contenu qu'on a créé à partir du moment où on a changé un peu cette identité visuelle a beaucoup mieux résonné. On a eu beaucoup plus de demandes de créatrices, puisqu'avant on avait énormément de demandes de créateurs, mais très peu de créatrices. Et du coup, ça a plutôt bien marché. Alors du coup, message à tous les créateurs et créatrices qui vont écouter ce contenu. Faites-vous découvrir. Hein, si vous mettez créateur UGC, ce sera peut-être plus facile pour des gens qui veulent travailler avec des marques de vous trouver pour faire le contenu. Et puis ayez un portfolio. Ça m'a fait un peu rigoler quand même parce que j'avais fait une vidéo sur TikTok justement un peu pour recruter à la volée comme ça en disant je recherche des gens. J'avais eu plein de réponses. Et plus d'une fois sur deux, quand j'allais voir le profil de la personne, il n'y avait pas une seule vidéo publiée sur TikTok ou Instagram. Je me disais, bon, tu veux faire de l'UGC, mais t'as rien à présenter, ça va être difficile de te faire confiance. Bon, maintenant qu'on a récupéré les contenus, qu'on a un script qui est bien élaboré, qui est réfléchi, on va passer un petit peu sur le bout du tunnel avant la diffusion. Hein. Ça va être tout ce qui est déjà tournage. Il y a des consignes à respecter pour le tournage. Que ce soit pour un podcast comme maintenant ou pour de l'UGC en particulier. Pareil, je vous passe la parole. Vous, c'est quoi votre checklist pour vous assurer de recevoir du contenu qui soit exploitable? Alors, on a un brief qui est un peu long, qu'on envoie à tous les créateurs avec le script. Dans ce brief, bon, je vais pas reprendre toutes les étapes point par point, mais grosso modo, il y a les points les plus importants. Ça va être la lumière. Il faut absolument avoir une bonne lumière. C'est déterminant. Il n'y a pas de bonne vidéo sans bonne lumière. Un bon son, ça peut paraître évident, mais souvent, les smartphones ont un son dégueulasse. Et du coup, c'est assez compliqué de faire une bonne vidéo avec une bonne voix off en utilisant seulement le micro de son smartphone. Il faut au moins un petit micro-cravate qui coûte 20-30 euros à la Fnac ou sur Amazon. Et ça, c'est aussi hyper important parce qu'on fait beaucoup de vidéos avec de la voix off. Ensuite, il y a d'autres éléments assez classiques. Donc, ça va être le dynamisme. C'est hyper important que le créateur de contenu soit très dynamique parce que c'est des formats courts. C'est des formats qui, en général, font entre 15 et 30 secondes. Et si c'est pas dynamique, en fait, ça annule un peu le but de la vidéo. Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est des formats TikTok, c'est des formats dynamiques, en fait, où ça va vite et où on essaye de conserver l'attention du viewer. Et on a parlé du hook tout à l'heure pour capter l'attention, mais retenir l'attention, c'est encore plus important que de capter l'attention. Et pour retenir l'attention, il faut aller vite, il faut être dynamique, il faut faire des cuts courts, ça intervient après au montage, on en parlera. Mais ça, le dynamisme, c'est hyper important. Et ensuite, tout simplement être le plus naturel possible et surtout échanger avec nous, puisque nous, on est là, on est dispo. Et si jamais il y a le moindre doute sur le script, ça peut arriver que les scripts ne soient pas parfaits. Vu que c'est moi qui les écris, ça arrive très rarement, on va pas se mentir. Mais je rigole bien sûr. Mais si jamais il y a des doutes, il vaut mieux venir et poser la question. Il n'y a pas de question. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin de tous les briefs. Il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a que des briefs incomplets. Et voilà, ça c'est certainement la partie la plus importante. Alors il y a plein de points comme ça, comme tu dis, hein, qui pourraient sembler évidents, mais qui méritent d'être rappelés. Je pense. Alors moi j'ai suivi la formation TikTokaz de Savannah Sanchez. Et dedans, elle donne des recommandations justement sur comment faire un bon contenu. Et il y a un truc, à un moment, je trouvais ça tout bête, tout simple, mais c'est juste être dans un environnement qui est propre, rangé, quoi.
parce que sinon les yeux ils vont regarder partout, ça va pas faire pro. Et en fait, on n'y pense tout simplement pas. Mais genre choisir où est-ce qu'on va filmer le plan, ça va être très important. J'ai un exemple là-dessus d'un contenu qui m'a été livré où c'était plutôt dans la niche beauté, soins du corps, quoi, qui a été filmé au smartphone dans une salle de bain fermée qui résonne bien comme il faut. Le son, on avait l'impression d'être dans un aquarium. Donc autant dire que voilà, faire attention au son, où est-ce qu'on prend l'image, etc. C'est important. Voilà. Du coup, je vous propose maintenant qu'on a quand même avancé sur script, créateur, tournage, on passe au montage. Là-dessus, le montage c'est un sujet énorme, mais dans le cadre de l'UGC, je pense qu'il y a des trucs un peu faciles que un peu tout le monde peut mettre en place. J'ai envie de parler de CapCut. Je sais pas, c'est Emric qui va m'en parler de ça peut-être. C'est qui fait plus le montage ou supervision du montage chez vous? C'est tous les deux? Au début, le montage, on le faisait tous les deux. D'ailleurs, au début, on faisait tous les deux. On assurait l'école ensemble, on faisait les scripts, on faisait le montage. D'ailleurs, ça a été un petit peu nos erreurs de débutants au démarrage. On était tous les deux sur tous les fronts. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a segmenté un petit peu plus nos responsabilités dans KiCads et du coup, c'est beaucoup plus simple maintenant. Surtout qu'en plus, Emric n'aimait pas mes scripts, donc ça tombe bien. Maintenant, c'est lui qui se les frappe tous. Mais effectivement, de base, on utilisait beaucoup. Alors, plutôt CapCut pour Emric, plutôt Videolip pour moi, qui est une application qui ressemble à CapCut, qui est payante. Alors peut-être qu'elle a quelques fonctionnalités supplémentaires qu'on n'a pas sur CapCut. CapCut, c'est amplement suffisant, mais maintenant, on a un monteur et effectivement, c'est plutôt Emric qui le supervise. Yes, on fait appel à un monteur et sur la partie montage, c'est pas quelque chose de très compliqué en termes de montage pur, parce qu'il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux, d'explosions dans tous les sens, etc. On essaye de rester en général assez simple. Maintenant, il y a quand même des petites techniques pour essayer de garder l'attention, et on en a parlé, il y a le dynamisme du créateur ou de la créatrice, mais le montage c'est aussi hyper important. Donc là-dessus, il y a quelques petits hacks entre guillemets. Donc il y a le fait, particulièrement quand on est face cam, de faire des zooms et des dézooms. Ça rajoute du dynamisme à la vidéo et ça conserve l'attention. Il y a aussi, là pour le coup c'est un poil plus technique, mais ça va être le tracking, donc le zoom tracking. Donc par exemple, si je bouge la tête comme ça, avoir un tracking qui fait que mes yeux sont toujours au centre de l'écran. Ça c'est quelque chose qui marche bien, qui n'est pas si difficile que ça à faire, mais il faut savoir le faire. Et ensuite, il y a tout simplement les animations de texte, les transitions TikTok qui sont disponibles d'ailleurs dans l'application CapCut. Si on peut s'amuser, il y en a vraiment plein. Là-dessus, je conseille quand même de rester assez soft sur les transitions, de pas faire les transitions Star Wars pour les connaisseurs. Ça c'est un peu compliqué. Faut des transitions rapides et assez simples. On peut rajouter un petit effet, ça fait toujours un petit effet waouh, mais pas en faire trop non plus. Et ensuite, les animations de texte, les bruitages. Par exemple, quand on fait apparaître un texte qui vient de la gauche ou de la droite comme ça, mettre un petit ça c'est des trucs qui sont tout cons, mais qui marchent assez bien sur le montage pour retenir l'attention. Ouais. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs, les auditrices à jeter un œil au TikTok de KiCads. Vous avez fait une vidéo qui a pas mal explosé, qui a fait 400 000 vues, où justement votre intro, je pense, elle répond à pas mal de ces critères, où tu as de l'animation, tu as le côté choquant de l'accroche, et en fait ça a bien marché. Et puis vous parlez d'un sujet qui parle aux gens, quoi. C'est vous voulez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est le truc dont on parlait tout à l'heure, faites-vous découvrir, etc. Faites du UGC. C'est un peu ce processus que vous avez eu quand vous avez créé ce contenu, parce qu'en plus il y a quand même des petits effets 3D et tout, vous avez dû chercher quand même pour la faire, celle-là. Ouais, alors celle-là, ouais, c'est moi qui l'ai faite, et ouais, clairement j'ai tout donné sur l'intro. Je me suis rajouté des lunettes avec des dollars dans les yeux et une chaîne en or en mode Tupac. Et c'est vrai que quand tu vois
quand tu vois un abruti sur ton feed TikTok avec des lunettes avec des dollars et un faux collier en or qui ouvre une porte et qui te dit viens, tu veux gagner de l'argent, même si t'as pas envie de gagner de l'argent, ça peut te faire rire. Et du coup, ça a plutôt bien marché. Maintenant, cette vidéo, elle a très bien marché en termes de diffusion, mais c'était presque pas une bonne nouvelle en fait qu'elle marche si bien, parce que elle a attiré une audience qui n'était pas l'audience qu'on recherchait. Okay. Elle a attiré une audience qui était très axée sur le faire de l'argent, puisque c'était le sujet principal, et moins axée sur faire des vidéos. Et du coup, on s'est retrouvé avec énormément de crypto bros, de Twitter ou de personnes qui ont un peu tout essayé niveau dropshipping, MLM, marketing pyramidal, tous ces trucs pas forcément très recommandables, ou en tout cas qui peuvent être très bien, mais où il y a beaucoup d'arnaques aussi. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de ces personnes-là dans notre audience. Donc on a dû, pareil, après faire un petit travail là-dessus pour améliorer notre audience, qui a plutôt bien marché, puisque cette vidéo, elle a aussi eu le mérite de ramener énormément de monde sur notre compte et de montrer les autres vidéos à beaucoup de monde. Et ces autres vidéos-là, elles étaient beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus tournées vers la production de vidéos. Et du coup, au final, ça a pas mal marché, mais elle a carrément été trop diffusée, ce qui n'était pas nécessairement une bonne chose dans ce cas précis. C'est elle finalement qui a suscité presque la revisite de l'identité visuelle de KiCad. Exactement. Intéressant. En tout cas, je sais pas si pour mon contenu, je me mettrais à mettre une chaîne en or et puis des lunettes avec des dollars. Mais bon, je vais y réfléchir. Pour les prochaines étapes, là on sort un petit peu de création de contenu, mais j'aimerais quand même qu'on puisse en parler un petit peu, parce que ça va quand même dans le processus créatif. C'est-à-dire qu'une fois que le contenu existe, il y a une partie optimisation. On va dire qu'on en a parlé, c'est-à-dire on a regardé ce qui était améliorable dans la vidéo avant de la livrer au client, pour faire simple. Par contre, après, ce contenu, il est diffusé. D'accord ? Il est diffusé dans des publicités. Vous deux, vous avez un background de publicité en ligne. Donc, vous n'allez pas juste dire le contenu il est envoyé, je lève les mains, je pense. Vous avez quand même un regard critique sur justement le hook. Est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il n'était pas bien ? Comment est-ce que vous analysez qu'un contenu est bon, au-delà de juste votre ressenti, elle est jolie cette vidéo, t'inquiète, elle va bien marcher. En fait, au départ, quand on commence une collaboration avec une marque, on leur demande, si c'est OK pour eux, de nous donner un accès en lecture à leur compte publicitaire. Déjà, ça permet d'auditer ce qui a déjà été diffusé, pour nous aider là aussi dans la rédaction des scripts, en plus des éléments de marque qu'ils vont nous fournir. En aval de la livraison des vidéos et de la validation des vidéos, on va caler 2 points avec nos clients pour justement faire un point sur les métriques et voir ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Bon, ça, c'est ce qu'on faisait de base et ce qu'on a fait pendant longtemps sur KiCads avec notre principal prestat, qui était la création d'un pack de vidéos. Mais récemment, avec Emric, on s'est rendu compte que justement, comme tu l'as dit, avec notre background de media buyer, c'était pas là qu'on a amené le plus de valeur. Du coup, on a récemment changé notre fusil d'épaule. On n'a pas jeté à la poubelle le pack de vidéos, mais par contre, on propose en fait une forme d'abonnement en fait qui s'étale sur minimum 3 mois. On va produire chaque mois des vidéos, et là, par contre, il y a vraiment un suivi régulier au cours du mois de l'évolution des métriques. Donc, comme tu l'as dit, le stop rate, le hold rate, puis d'autres KPI, ce qui va nous permettre en fait à la fin du mois de faire une analyse vraiment poussée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans ce qui a marché, quels sont les points forts et les points faibles? Pareil pour les vidéos qui ont moins performé, parce que tu peux par exemple avoir une vidéo qui a eu un très bon hook rate et qui a généré peu de conversions. Donc, dans ce cas de figure-là, tu peux par exemple décliner ta vidéo en gardant le même scroll stopper, mais envisager de présenter ton offre ou ton service d'une manière différente au-delà des 3 premières secondes. Donc,
On va poncer tout ce qui a bien fonctionné et on va par exemple décliner d'autres versions du scroll stopper. On va décliner, on va trouver des variantes de certains plans peut-être aussi à l'intérieur de la vidéo. On va reprendre les meilleurs scripts et les faire tourner par d'autres créateurs ou d'autres créatrices pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et voilà, Aymeric, je sais pas si tu vois quelque chose à ajouter. Ouais, non, c'était assez complet, hein. Ce qui est vraiment important en fait, c'est que nous, on va regarder les stats dans le compte publicitaire et on va vraiment optimiser les futures vidéos en partant de là. Parce que effectivement, on a un métier qui est créatif, mais la créa sans passer par la data, ça vaut pas grand-chose. Et nous, ce qu'on fait, donc on regarde plusieurs métriques, comme l'a dit Julien, donc le hook rate, donc c'est le pourcentage de personnes qui ont regardé 3 secondes ou plus de la vidéo. Ensuite, on va regarder aussi le hold rate. Donc le hold rate, c'est sur toutes les personnes qui ont regardé 3 secondes, combien sont allées jusqu'à 15 secondes. Donc ça, on s'en sert pour mesurer la capacité qu'on a eue lors de cette vidéo à garder l'attention. Donc c'est hyper important, comme on disait tout à l'heure. Et ensuite, on va regarder aussi les vues à 25, 50, 75, 100% pour voir en fait à quel moment les gens quittent la vidéo. Donc ça, c'est aussi important parce que, alors déjà, quitter la vidéo, ça ne veut pas forcément dire scroller, ça peut vouloir dire cliquer. Si la personne, on a une vidéo de 30 secondes, regarde que 15 secondes de la vidéo et clique, forcément, le taux de complétion, il sera de 50%. Mais l'objectif, il est quand même atteint. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte, il faut mettre en relation les métriques entre elles. Mais c'est toujours important de voir à quel moment les personnes arrêtent de regarder la vidéo. Et en fait, en analysant par pourcentage de complétion, on peut voir à quel moment les personnes arrêtent de regarder la vidéo. Et on se dit, ok, ça veut dire qu'à partir de 18 secondes dans cette vidéo, le viewer se fait chier. Et du coup, tout ce qui se passe avant 18, on va essayer d'optimiser, on va essayer de mettre ça sous stéroïdes et d'avoir plein de trucs qui se passent à l'écran tout le temps. Et pour ça, d'ailleurs, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Heartbeat, donc battement du cœur en anglais. Et cette méthode, en fait, elle consiste à toujours avoir quelque chose qui se passe à l'écran pour retenir l'attention de l'utilisateur toutes les 1 à 2 secondes. Donc c'est vraiment hyper rapide et c'est vraiment là que ça se joue en fait. C'est sur le fait de capter l'attention, mais surtout de conserver l'attention. Ouais, je suis d'accord. Et il y a une autre métrique aussi que je trouve hyper intéressante, c'est la qualité du trafic. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de la vidéo dont on parlait avec Aymeric, qu'on a fait où il avait la chaîne en or et les dollars à la place des yeux, on disait que c'était une vidéo qui avait cartonné, mais qui nous avait pas amené l'audience qu'on souhaitait. De la même manière, quand tu as une créa, que tu l'analyses, que tu suis donc différents KPI, tu peux avoir un gros taux de clic, sachant qu'il y a beaucoup de gens en fait qui s'arrêtent sur le fameux 1%. Il y a une métrique qui est connue, c'est voilà une bonne pub, c'est généralement une pub qui concentre au moins 1% de taux de clic. Ceci étant dit, moi il y a un truc que je constate régulièrement, c'est que tu as des fois un taux de clic assez impressionnant sur une créa, mais tu as un taux de conversion qui est assez faible et en corrélation avec la qualité de l'audience qui est générée. Et par contre, tu peux avoir une créa avec un faible taux de clic, mais une très très bonne qualité de trafic et donc de facto un bon niveau de conversion aussi. J'aurais tellement de trucs à dire là-dessus, mais je veux pas trop digresser. C'est juste que une des raisons pour lesquelles je fais ce genre de contenu, je parle du podcast là maintenant, c'est pour essayer de mettre la lumière sur ce que j'estime compter vraiment. Je vois trop souvent des petits comptes qui font les choses à l'envers, qui se disent le contenu ça va être ça, je le lance et puis après je regarde les résultats peut-être. En tout cas, aléa iacta est. Il y a aucune réflexion, aucune analyse, aucune optimisation. Or, on dépense de l'argent pour un résultat final. Et il y a encore pas très longtemps, on me disait c'est quoi un bon CPM, c'est quoi un bon coût de diffusion. Je disais, à la limite, je m'en fiche, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est si mon contenu il est suffisamment parlant, il est suffisamment bien réfléchi pour que derrière, il y ait des gens qui passent à l'action et fassent vivre mon business.
moi je suis content, hein, même si ça me coûte très cher, je suis rentable derrière, donc ça va. Mais c'est un autre sujet et en tout cas je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour revenir et peut-être se diriger vers la fin de l'épisode sur faire du contenu pour les marques, est-ce que il y a encore des choses, peut-être des outils que vous voudriez recommander, des best practices, des trucs si vous connaissez ça, vous allez vraiment augmenter votre niveau dans le UGC game. On a parlé de Eagle, on a parlé de travailler son intro. Vous, est-ce qu'il y a des trucs qui vous sautent aux yeux, genre ouais, essayez ça dans vos UGC, vous allez voir, c'est magique. Alors, moi, le truc le plus important qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le script. Alors, on y revient toujours, mais parce que c'est le plus important et que je vois beaucoup de créateurs de contenu qui ont des vidéos dans leur portfolio, qui ont des très belles vidéos, qui arrivent très bien à bien capter la lumière, à faire des belles vidéos produits, mais où c'est pas scripté. Tu sens qu'en fait, c'est juste la personne qui a pris son téléphone et qui a filmé des belles images du produit. Et ça, c'est très joli, mais ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire qu'on diffuse ça en publicité, bah, ça marche pas, tout simplement. Donc, moi, si j'ai un conseil c'est principalement pour les créateurs de contenu, ce conseil-là, c'est que vous travaillez avec une agence ou que vous travaillez en solo directement avec une marque, faites un script qui soit précis avant de commencer à tourner. Et ne faites pas juste des vidéos produits. Il faut qu'il y ait des changements de plan, il faut que ce soit dynamique, il faut qu'il y ait des trucs qui se passent à l'écran. Donc vraiment, il faut arrêter les vidéos où on filme uniquement le produit pendant 40 secondes et où on fait juste une voix off. Et pareil avec les vidéos face cam, où c'est un plan séquence d'1 minute, où on tient le produit, on dit ce produit il est génial et on l'essaye pas du tout, on le montre pas en action. Ça, non, il faut arrêter. Tu sais, ça fait penser quand tu es dans les social ads, ça fait penser quand tu attends que ton client t'envoie des créas statiques et que quand tu les découvres, en fait, c'est des photos. Ouais. Mais l'attente est longue pour parfois un résultat un peu décevant. Donc, focus sur le script pour avoir un bon contenu. Julien, est-ce que toi aussi tu penses à un truc là qui, selon toi, apporte vraiment de la valeur dans de la création du GC? Ouais. Alors, c'est Emeric, il n'y a pas très longtemps, qui m'a forwardé la newsletter. Alors, j'ai oublié son nom, mais d'une personne qui partage des tips en prospection, qui est quelqu'un de très fort. Et, je me permets juste de t'interrompre parce que moi je me souviens de son nom. C'est Romain Bouvet, ouais, qui est une machine de guerre. Allez lui donner de la force sur LinkedIn notamment. Il publie un contenu qui est vraiment excellent. Et du coup, dans cette newsletter en particulier, Romain expliquait qu'il avait fait une étude qui démontrait que en fait, en face, on a plusieurs types d'audience. On a des gens qui vont être plus attentifs à l'esthétique, d'autres qui vont être plus attentifs, qui vont être plus pragmatiques, qui vont être plus attentifs au prix ou à d'autres facteurs. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, dans cette logique-là, je dirais que oui, on parle beaucoup de UGC. Nous, on a décidé de se concentrer sur ce format avec Emeric parce qu'on trouve que c'est un format hyper intéressant et qui cartonne. On pense pas du tout que ce soit juste une tendance. Ceci étant dit, on dit pas non plus que il faut balancer les autres formats publicitaires à la poubelle. Je pense que en face d'un produit ou d'un service, il y a des audiences qui s'attachent pas du tout aux mêmes choses, qui sont pas sensibles aux mêmes approches, aux mêmes arguments. Donc pour moi, le UGC, c'est un excellent format. Je pense que c'est un format qui va perdurer, mais qui s'inscrit dans une stratégie globale avec une variété de contenus qu'il faut tester quand on lance des campagnes, quitte ensuite à resserrer les taux sur des formats plus spécifiques si on se rend compte, comme chez Horace, il me semble que c'était Maxence Godard qui disait qu'ils avaient testé plusieurs trucs et que là maintenant ils avaient décidé de vraiment être focus sur le format UGC. Mais voilà, en amont c'est super important de tester une variété de créa pour essayer d'avoir plusieurs approches et voir ce qui fonctionne. Je pense que l'essor de l'UGC de toute façon, c'est que le reflet de la consommation de contenu par la personne qui est en bout de chaîne, c'est-à-dire le consommateur, la personne qui utilise TikTok, Facebook, Insta et qui voit quelque chose auquel il a l'habitude.
Mais c'est pas parce qu'il voit des UGC arriver du jour au jour qu'il va se mettre à détester les images. Non, c'est juste ça vient en complément. Et là où c'est intéressant avec les UGC, c'est le côté proximité, etc. C'est une vidéo qui permet d'en dire longtemps. Donc derrière, c'est s'intéresser à la psychologie de la personne, quels sont les leviers qu'on peut emprunter avec les mots, avec les messages qu'on essaie de transmettre pour communiquer suffisamment de valeur que la personne aille plus loin dans la publicité. Donc pour ça, je pense que l'UGC, c'est juste une pierre de plus à l'édifice. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Les images, c'est bien aussi. On peut faire des UGC type images avec des témoignages un petit peu dedans. Je crois Aymeric en avait parlé un petit peu plus tôt. Donc voilà. Merci à vous deux pour tous ces conseils. Avant qu'on se quitte sur la fin de ce podcast, je voulais vous laisser une dernière fois la parole pour peut-être nous dire un dernier mot, quelque chose sur lequel vous aviez envie de revenir ou à ajouter, UGC ou pas. Et puis, je vous laisse aussi nous parler un peu de KickAds, où vous retrouvez, etc. Ouais, alors moi le mot de la fin c'est vraiment si les UGC et la publicité ça vous intéresse, allez sur Twitter, honnêtement. LinkedIn c'est bien pour commencer à s'intéresser au sujet, mais si vous voulez de la vraie information, de la vraie valeur, allez sur Twitter. Et bien sûr, allez me suivre sur Twitter, c'est le meilleur compte du Twitter francophone. Ouais, j'allais dire, si vraiment la publicité, les UGC, ça vous intéresse, allez sur KickAds.eu. Exactement, aussi. Alors, je vais même aller plus loin pour vous parce que vous avez une newsletter, ouais. La newsletter KickAds qui est hebdo. Vous avez une communauté Discord pour les créateurs, pour les marques. Et puis ouais, du coup, il y a aussi le site kickads.eu. Et bien sûr, on peut vous retrouver tous les deux sur LinkedIn, Aymeric Bourgeois, Julien de Ménonville. Tous les deux, je vous remercie pour toutes ces infos, pour les pépites UGC que vous nous avez balancées. 2023, année de l'UGC, on va tout fracasser. Merci encore une fois pour votre passage. Et puis, je nous mets un petit jingle pour en faire profiter les gens de LinkedIn qui l'ont pas eu parce qu'on a commencé en retard. C'est parti. Ambiance une dernière fois. Merci d'avoir participé au podcast Ultra Giga Cool. C'était l'épisode numéro 1 en 2023. Let's go. Allez, salut. Merci les gars. Ciao. Salut. Voilà, c'était Ultra Giga Cool, j'espère que ça t'a plu. Avant qu'on se quitte, je t'invite à partager le podcast autour de toi. Il est disponible en vidéo sur Spotify, et oui, mais aussi sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de podcasting de ton choix. Ça me ferait très plaisir d'ailleurs si tu pouvais me laisser un avis positif là où tu l'as regardé. Sur ce, je te laisse, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.